Par ailleurs, vous allez être appelé par Sophie Wilmès, le 2 avril, je pense, donc relativement vite, hein, pour intégrer le groupe d'experts Oui. qui va être en communication permanente, rédiger des notes pour expliquer un petit peu à ce fameux cairn de ministres ce qu'il va falloir décider, en tout cas leur proposer évidemment des choses. Vous êtes confronté à pas rien, hein. Sophie Wilmès qui est projetée là, presque malgré elle, hein, finalement, et Maggie de Bloch. La grippette, les masques, selon moi très clairement une forme de mensonge, par omission et vrai mensonge aussi, etc. Vous êtes confronté à elle, évidemment. Qu'est-ce que vous dites ? Mais au moment même, je me rappelle de ces réunions, d'être simplement surpris du fait que soit qu'elle soit pas là, soit que si elle est là, qu'elle intervienne très très peu, des choses comme ça, qu'elle soit très très fort en retrait. Je la sentais comme ça un peu démissionnaire, un peu dans son truc, mais sans d'aller au bout de la démarche. Mais ceci dit, quand vous avez une place aussi importante que ministre de la Santé, être démissionnaire alors qu'une crise colossale se prépare, c'est très grave. En fait, vraiment en toute honnêteté, je ne sais pas si ça aurait changé énormément au moment même. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la décision de lockdown est une décision d'urgence, qui est prise par tous les gouvernements à peu près en même temps. Nous, le 17 mars 2020. Voilà. On voit que les problèmes de masques et de réactifs et de tests, ça n'a rien de spécificité belge. La France se retrouve dans la même situation, l'Angleterre se retrouve dans la même situation. Il y a plein de pays qui se retrouvent exactement dans une situation analogue, qui reprennent des mesures analogues à peu près au même moment. Donc en faire une spécificité belge qui serait liée à la défaillance de Maggie de Bloch, je pense que ce serait un peu malhonnête. Maintenant qu'il y ait effectivement que certaines choses auraient été peut-être plus efficaces si elle avait joué un rôle plus important, ça peut-être, mais je ne suis pas certain que ça aurait changé fondamentalement la donne. Vous avez peur de quoi, vous, aujourd'hui ? Moi, j'ai peur de l'éclatement social. Donc je pense qu'il y a une chose à défendre et je pense que ça doit être le moteur de toute décision, c'est la cohésion sociale. Vraiment. Vous pensez quoi, du coup, quand notre Premier ministre oppose de manière extrêmement ferme les vaccinés et les non-vaccinés ? Que c'est un raisonnement à court terme par rapport à des objectifs à court terme, mais qu'on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir à long terme. Et ça on le reporte, quoi. Et que c'est difficile de faire l'équilibrage entre ce bénéfice court terme et l'impact à long terme, mais que cette cohésion sociale, il faut la défendre vraiment bec et ongle, parce que c'est le seul filet contre les crises. Ça va être très compliqué finalement, cette fin, cette sortie. Ça va être compliqué parce que en fait, l'adhésion va être beaucoup plus difficile évidemment. Le problème maintenant, c'est pas un problème démocratique, c'est un problème de dictature de la majorité. C'est-à-dire que c'est la majorité des gens qui sont vaccinés maintenant et qui n'ont pas envie de continuer à être embêtés par ceux qui ne le sont pas. Et donc politiquement, ça devient payant d'être dans la lignée de la dictature de la majorité. Bien sûr. Et c'est là que les garde-fous que peuvent être les droits individuels, la préservation des droits, mais c'est là qu'une société montre sa noblesse aussi. Parallèlement à ça, je persiste à penser qu'il y a, pour une personne adulte, il n'y a pas vraiment de raison scientifique de ne pas se faire vacciner. Et je pense que la protection individuelle que ça confère est importante et qu'il faut le dire et qu'il faut continuer à convaincre et que je comprends qu'on puisse avoir peur de nouveautés, peur de l'inconnu. C'est quelque chose de très... c'est une réaction très humaine, très saine, et qu'il ne faut pas stigmatiser les peurs, mais qu'il faut aider chacun à rencontrer ses peurs. Et voilà, il faut continuer inlassablement à expliquer. Et vous êtes optimiste pour, disons, les 5 ans à venir ? Oui. Vous pensez que le monde, ça va être un chouette endroit où habiter ? Ah, ça, c'est autre chose. Non, mais j'étais beaucoup plus pessimiste avant. C'est vrai ? C'est très curieux. Moi, ça a complètement transformé ma vision du monde. C'est-à-dire ? Mais j'étais très déprimé par cette omniprésence de l'économie, de l'individualisme qui montait partout, le trumpisme. Et tout d'un coup, on a arrêté l'économie pour sauver des gens. Et ça, pour moi, c'est un événement historique.
C'est-à-dire qu'à un moment, pour protéger des gens qui sont principalement des non-actifs, hein, donc qui du point de vue d'un raisonnement purement économique, sont des gens, voilà. Donc 95, pour plus de 95% de la mortalité, c'est des personnes de plus de 65 ans. Eh bien, pour protéger ces gens-là, on a tout arrêté. Donc ça veut dire que face à l'ultime, face à quand tout d'un coup vraiment c'est des vies qui sont en jeu, ben on remet l'économie à sa place et on dit voilà, l'économie doit être au service de la société, pas l'inverse.